Vous êtes sur For You Télévision et vous regardez le grand journal. Au sommaire, coopération, lutte contre le djihadisme. Bamako et Abidjan tendent la main à Ouagadougou. C'est ainsi que se referment ces deux visites du côté de Bamako, mais également d'Abidjan, du colonel Paul-Henri Sandaogo. Il faut rappeler que lors de ces deux visites, la question sécuritaire a été abordée avec ces deux pays voisins avec lesquels ils partagent la frontière. Il était question également de revenir sur des coopérations militaires dans le but de lutter contre le djihadisme. Et puis toujours dans ce journal, on parle de Guinée-Conakry, 1 an de transition. Quel bilan pour le CNRD? C'est la question qui se pose dans ce journal. Le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya prenait le pouvoir après la chute d'Alpha Condé. Et dans ce journal, on tente de faire un bilan 12 mois plus tard. Au Cameroun, crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Paul Biya instruit de nouvelles mesures. Il s'agit du déploiement de forces spéciales dans le nord-ouest et le sud-ouest des 2e et 5e régions militaires. L'annonce a été faite par le secrétaire général à la présidence de la République camerounaise. On en parle dans ce journal, mais surtout, on tente de comprendre ce qui fait la différence avec les forces spéciales. Et ce sera avec notre invité, le colonel Didier Badjek, dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur For You Télévision et on démarre avec l'actualité du côté du Burkina Faso avec les déplacements officiels du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il était à l'étranger pour ses premiers déplacements hors du pays. C'est une double escale en 3 jours seulement. Tout a commencé au Mali le 3 septembre dernier où il a rencontré son homologue, le colonel Assimi Goïta. Également, le colonel, avec lui, ils ont eu des échanges qui ont porté sur la question sécuritaire de la région au vu de la frontière de plus de 1000 km qu'ils partagent ensemble, où bien sûr des attaques djihadistes se multiplient actuellement et ce depuis plusieurs années. Retour sur ces assises dans ce reportage. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Burkina Faso, a effectué son premier voyage officiel le 3 septembre 2022. C'était une escale au Mali, où il a rencontré son homologue, le colonel Assimi Goïta. Pour lui, il s'agissait d'une visite de travail et d'amitié. Sur place, il a été question de discuter des sujets majeurs et en pole position, ceux relatifs à la sécurité au vu de la lutte acharnée contre le terrorisme que mènent les deux pays. Le Burkina Faso et le Mali, qui partagent plus de 1000 km de frontières, entendent renforcer leur coopération militaire pour assurer une paix stable dans les deux nations. Nous entendons dans les prochains jours mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires, a déclaré le président du Faso au Mali. Les deux pays faisaient partie intégrante du G5 Sahel, composé également du Tchad, de la Mauritanie et du Niger, un groupe de 5 pays qui visait à renforcer au mieux la sécurité dans la région. Mais en mai, le pays d'Assimi Goïta avait décidé de se retirer alors que la présidence rotative du groupe devait revenir au Mali et que ça n'avait pas été le cas. Le Mali avait dénoncé, je cite, une instrumentalisation au sein de l'organisation régionale, fin de citation. En août dernier, le Niger et le Burkina Faso rappelaient Bamako dans le cadre de cette coopération sous-régionale dont le seul but est la lutte anti-djihadiste. Une requête à laquelle le Mali avait répondu par le silence. Aujourd'hui, Ouagadougou et Bamako se lient à nouveau militairement. C'est que la lutte contre le terrorisme reste un cheval de bataille, une priorité pour chaque pouvoir militaire en place. Au-delà des échanges sur la sécurité, d'autres aspects ont été évoqués, notamment les défis auxquels sont confrontés les transitions des deux pays voisins. Le colonel Assimi Goïta a exprimé sa joie de recevoir le président du Faso en ces termes. C'est un grand honneur pour le Mali de recevoir mon frère, le président Paul-Henri Damiba, pour son premier déplacement à l'étranger. Fin de citation. C'est d'ailleurs un accueil de marque au vu de son rang de lieutenant-colonel qui lui a été réservé à son atterrissage à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, où il a été reçu et salué par le colonel Assimi Goïta avec une mobilisation populaire jusqu'au palais de Koulouba.
Et parlons toujours du président de la transition au Burkina Faso. Ce 5 septembre 2022, c'était au tour du sol ivoirien d'être foulé par le colonel Paul-Henri Sandaogo. Il a été accueilli à l'aéroport international Houphouët-Boigny par le vice-président Thiemoko Moliette Koné. La situation sécuritaire de la région a également fait partie des discussions avec son homologue Alassane Ouattara. Mais ne peut-on pas déceler d'autres dessous? Réponse dans ce reportage. Après son voyage hors du pays à destination du Mali, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, fait escale à Abidjan, où il s'est entretenu avec son homologue Alassane Ouattara. Une visite d'amitié et de travail de courte durée, car il est reparti le même jour. Son arrivée, prévue pour 11 heures locales, a eu lieu à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, où il a été accueilli par le vice-président Thiemoko Moliette Koné, ainsi qu'un entretien et un point de presse conjoint des deux chefs d'État. Au cours de ces assises, aussi courtes fussent-elles, les deux présidents ont inéluctablement abordé les questions de sécurité entre les deux nations au vu de la frontière qu'ils partagent et du nombre de réfugiés qui se retrouvent dans la partie nord de la Côte d'Ivoire du fait du regain d'attaques djihadistes sur le sol burkinabé. Pour rappel, une coopération militaire entre les deux pays a été mise sur pied. La visite du lieutenant-colonel Damiba s'inscrivait donc dans cette ligne. Cependant, derrière cette visite en Côte d'Ivoire, aux allures d'intérêt sécuritaire, ne se cache-t-il pas un intérêt également de poursuivre son plan de réconciliation nationale au Burkina Faso, le même plan qui avait été critiqué par le peuple et les proches de la famille de Thomas Sankara lors du retour de l'ancien président Blaise Compaoré, suivi par une lettre d'excuse jusqu'ici reniée par le camp Sankara. La Côte d'Ivoire est le foyer des exilés politiques du Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba entend donc mettre en place des pourparlers afin de lancer le fonctionnement du ministère burkinabé de la réconciliation nationale. Un bord économique est tout de même envisageable qu'entre Ouagadougou et Abidjan, les échanges commerciaux par le port d'Abidjan et San Pedro tiennent bon comparé aux échanges avec le Togo et le Bénin. Et à la fin de ces différents échanges entre les chefs d'État ivoiriens et burkinabés, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a réitéré à Abidjan ce 5 septembre 2022 la disponibilité de la Côte d'Ivoire, je cite, à reprendre et renforcer la coopération économique et financière avec le Burkina Faso, une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Escale à présent en Guinée-Conakry, je vous l'annonçais en titre, le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya prenait le pouvoir après la chute d'Alpha Condé, l'ancien président de la Guinée-Conakry. Le Comité national du Rassemblement pour le développement en est à son 12e mois. Celui-ci avait fait de la justice, la lutte contre la corruption, mais également la réconciliation nationale, ses principaux objectifs. Dans cet élément à suivre, on tente de dresser un bilan. Regardez. 5 septembre 2021, 5 septembre 2022, un an déjà que le colonel Mamadi Doumbouya a pris les commandes de la Guinée-Conakry après la chute d'Alpha Condé. Une transition de 36 mois, c'est ce qui a été après de longs pourparlers et médiation de la CEDEAO. Le Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD en abrégé, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, avait fait de la justice un point principal de sa transition. La sécurité, la lutte contre la corruption et la réconciliation nationale venaient par la suite. Aujourd'hui, le pouvoir de transition a entamé des assises préparatives du procès du massacre du 28 septembre 2009. La date du 6 septembre est très attendue comme étant le jour où la date butoir du procès sera dévoilée par le ministère de la Justice qui travaille depuis plusieurs mois à la constitution d'une équipe de magistrats ainsi qu'au local pour accueillir les audiences. Le colonel Doumbouya, pour lutter contre la corruption qui, du temps d'Alpha Condé, ancien président, suivait son petit bout de chemin, a rendu viable le CRIEF et le NDLR qui sont des structures de répression financière et économique. À son arrivée, le colonel Mamadi Doumbouya a dit vouloir respecter les droits de l'homme
maintenir la justice. Il y a quelques semaines seulement, le président de la transition a dissous le FNDC pour cause de menaces à l'ordre public. Il a accusé cette coalition de l'opposition et quelques partis politiques et de quelques associations de la société civile d'agir par la violence, de défier les forces de sécurité du pays. Selon lui, cette décision permettait de sauvegarder l'intégrité publique au vu des morts enregistrés et nombreux dégâts matériels. Mais aujourd'hui, plusieurs prêtent à Doumbouya une attitude inclusive qui écarte le peuple, la société civile ainsi que l'opposition de la gouvernance. De nombreuses manifestations instigées par la coalition dissoute ont eu lieu dans le but de réclamer le départ du CNRD et protester contre son pouvoir. Des réclamations tout de même très mal reçues quand on sait que celui-ci a présenté un chronogramme clair et transparent de sa gouvernance à venir. La question qui s'est toujours posée est celle de savoir qui tire les ficelles et finance le mouvement. En tout cas, 2 ans encore pour évaluer le pouvoir de Doumbouya. Nombreux sont dans l'attente de la libération de plusieurs prisonniers dits politiques, mais la transition du président en place est aussi à la remise en forme de la souveraineté guinéenne, des partenariats de parité pour le développement certain du pays. Et escale à présent au Cameroun, où le président de la République, Paul Biya, a instruit le déploiement des forces spéciales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit de celles des 2e et 5e régions militaires. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, ceci dans le but d'assurer non seulement la bonne tenue de la rentrée scolaire 2022-2023, mais également de mettre fin aux exactions dans ces 2 régions. Reportage. Il est question aujourd'hui plus que jamais de venir à bout des groupes armés séparatistes qui entachent la situation sécuritaire, éducative et économique des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Pour ce faire, le président Paul Biya a instruit l'envoi des forces spéciales des forces armées camerounaises dans les régions susmentionnées. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence de la République par le biais d'une correspondance datée du 29 août 2022, dont notre rédaction prend connaissance ce 5 septembre 2022, du fait de son caractère confidentiel. Dans la même correspondance, le SGPR Ferdinand Ngongo a souligné l'urgence particulièrement signalée de ce déploiement militaire dans les régions touchées par l'insécurité. Il s'agit des forces spéciales dans les 2e et 5e régions militaires, dont la création de la 5e en 2018 par décret présidentiel portait un caractère salvateur en ce qu'elle permettait un découpage territorial nouveau, appelant ainsi à de fortes réactions face à la situation insécuritaire dans les 2 régions, mais aussi de par son témoignage du regard attentif que porte le président Paul Biya sur la dégradation de l'atmosphère et de la sécurité dans les régions. Cette décision intervient quelques jours seulement avant la rentrée scolaire prévue pour ce 5 septembre 2022, justement au moment où le ministère de la Défense au Cameroun appréhendait le retour au banc de l'école du fait des menaces des bandes armées séparatistes. Le 30 août dernier, le gouvernement camerounais rassurait déjà sur le déroulement de cette nouvelle année scolaire 2022-2023 en toute sécurité, lors d'une réunion présidée par le ministre de la Défense et à laquelle était présent le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi. Des mesures d'encadrement et de sécurisation des zones concernées avaient été annoncées. Et on reste au Cameroun où nous parlons de la décision du chef de l'État de déployer sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, régions en crise depuis 2016, des forces spéciales. Et dans ce journal, nous recevons le colonel Didier Badiek. Il est ancien chef de la division de communication du ministère de la Défense depuis le Cameroun. Bienvenue dans ce journal. Quelle est la particularité de ces forces spéciales dont le déploiement a été instruit par le chef de l'État? Bien, je suis ancien colonel, je suis chasseur aujourd'hui, donc je pense que c'est sur ce plan que vous m'invitez.
Eh bien, je dois dire que la crise dans le Nodo ne s'est pas intensifiée en termes de contact ou d'opération, mais cependant, pour les forces conventionnelles, une crise qui endure, s'enlise, et les capacités opérationnelles sont certainement peuvent s'épuiser ou alors diminuer pour ces forces, car elles respectent un certain nombre de paramètres allant des ressources logistiques aux ressources humaines. Ce fait est prononcé pour des belligérants, n'est pas prononcé, je voulais dire, pour des belligérants qui sont asymétriques et qui n'ont pas à respecter forcément certaines normes de combat que supportent les forces conventionnelles. Donc, elles sont plus enclines à durer sur le terrain sans avoir la même capacité que les forces conventionnelles. Le modèle asymétrique est un mode de combat qui est récent, du moins de plus en plus utilisé ces derniers temps par les terroristes qui disposent de larges fronts offensifs et ne frappent qu'à la faveur, je vais dire, de la perfidie ou alors d'une certaine lâcheté. Ainsi donc, leur capacité d'attrition est augmentée du fait qu'elles sont diluées au sein des populations. Il existe par conséquent des risques de méprise et de dégâts collatéraux importants, en plus d'une communication non respectueuse de canons éthiques bénéficiant des pratiques de distorsion et de désinformation. Alors, l'effet final recherché des terroristes est de créer la terreur pour atteindre l'opinion publique nationale ou internationale et arriver à des buts politiques. Donc, c'est pour arriver aux forces spéciales qui sont des unités militaires spéciales, comme le nom les indique, des unités spécifiques qui sont formées et entraînées pour mener plusieurs missions, aussi bien en zone de contact qu'en profondeur des lignes ennemies. Et dans toutes sortes de conflits. Elles sont utiles, surtout dans la recherche et des actions de sabotage. Elles sont extrêmement redoutables et efficaces et je ne vais pas livrer. Elles se créent en disant effectivement quel est leur nom, parce que là on rentre déjà dans le secret défense. Mais déjà, il faudrait savoir que ce sont des forces qui ont un processus de sélection extrêmement rigoureux et les missions qu'elles rendent dépassent en qualité celles que pourraient rendre des forces conventionnelles. Elles sont dotées d'un esprit d'abnégation, de rapidité, de précision au tir et d'endurance. Et c'est ce que l'on recherche avec les forces spéciales parce que, comme on dit, elles savent durer sur le terrain. Et cette qualité, n'est-ce pas, s'oppose directement à celle de la lutte contre-insurrectionnelle où les combats, n'est-ce pas, de l'autre camp ont des capacités d'adaptation souvent avérées sur le terrain. Et il faut relever que les forces de défense camerounaises accusent, en fait, ont investi un accent particulier sur la professionnalisation des forces et qu'il ne faudrait pas confondre les forces spéciales aux unités que vous connaissez, c'est-à-dire le bataillon des troupes aéroportées, le bataillon spécial amphibie, les bataillons d'intervention rapide, les unités commando de l'armée de l'air et de la marine nationale. Les forces spéciales sont des forces spéciales. Elles ont commencé à être formées depuis un moment et aujourd'hui elles sont arrivées sur le plan tactique à leur maturation. Colonel Didier Badjé, qu'est-ce qu'on pourrait espérer cette fois-ci que l'on aurait un point d'avance sur les groupes séparatistes du côté du nord-ouest et du sud-ouest avec ces forces spéciales? Regardez, disons, cette question sur ce plan serait un peu réducteur. Déjà, il faut noter que ces forces ne sont pas que déployées dans le Nord. Au moment où le Cameroun croule sous une pression terroriste avec des élévations importantes, ces forces qui ont été formées avec beaucoup de sacrifices
ne sont pas des meubles de forces de défense. Elles doivent être opérationnelles et ont reçu ainsi l'aval du chef de l'État pour mettre en pratique leur longue et dure formation au cours de laquelle elles ont maturé leur qualité tactique et leur efficacité. Alors, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, aujourd'hui, connaît une certaine gradation, certes, non dans l'intensité des combats, mais dans les attritions qu'elle peut créer dans son sillage. Ainsi, donc, cette gradation exige de la part des forces de défense et de sécurité une adaptation opérationnelle et ce que l'on appelle des ordres de conduite, n'est-ce pas, qui sont appropriés de manière à pouvoir garder l'initiative, que ce soit sur le plan stratégique, opérationnel ou tactique, et même sur les phasages défensifs et les phasages offensifs. Donc, à partir de ce moment, il faudrait bien comprendre que ce n'est pas l'entrée en opération des forces spéciales, et là je dis avec beaucoup d'emphase, ce n'est pas l'entrée en opération des forces spéciales qui consacrera le gain de la bataille. Ce serait une insulte d'abord pour les autres forces engagées, ou alors du mépris pour les soldats qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême dans l'idéal de la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun. Cela ne veut non pas dire pour autant que auparavant les forces de défense avaient sous-estimé les forces d'opposition. Non, l'engagement des forces sur le terrain, et il faudrait comprendre, madame, que cet engagement se calque à la dynamique politique. Alors, si vous allez voir, les forces de défense au départ sont passées d'un maintien de l'ordre simple. Quand il s'agissait de simples revendications qui se traduisaient par des échauffourées, des petits contacts avec les forces de sécurité. Mais par la suite, ces forces se sont inscrites dans ce qu'elles ont appelé le maintien de l'ordre renforcé, en espérant, nous le pensons, ou alors nous le devinons, sur le plan politique, puisque je parlais d'un accompagnement de l'effet final politique, tout en espérant que le grand dialogue national assaillit les combattants séparatistes. Mais il se trouve que ça n'a pas été le cas, malgré qu'il ait été mis en œuvre un système, un mécanisme de DDR. On a bien compris que les forces séparatistes ont continué, n'est-ce pas, sur leur velléité agressive. Et il faudrait dire à l'actualité d'aujourd'hui que ces forces n'ont pas grossi, elles ne se sont pas renforcées outre mesure en termes de volume, mais loin s'en faut, mais mais elles se sont quand même professionnalisées et se sont radicalisées davantage. Alors, dans cette mesure, les forces de défense et de sécurité prennent acte de cette gradation et utilisent des moyens supplémentaires tout en se réservant d'utiliser d'autres capacités si celle actuelle se trouvait être encore insuffisante pour parler de ces capacités. Cela dans le souci de donner toujours une chance à la paix et au retour à de meilleurs sentiments de la part des combattants séparatistes, dont l'inconscience et la violence ont quand même créé plusieurs morts dans les familles et ont ruiné systématiquement l'économie de ces régions et ont instauré un climat de terreur. Ben, c'est tout ce qu'on peut dire à ce niveau. Retenir déjà une chose, c'est que l'armée camerounaise est quand même polymorphe. Elle avait misé la réforme de 2001 sur des piliers du rajeunissement, de la professionnalisation et de l'équipement des forces, et cette professionnalisation justement a pu mettre en œuvre des unités qui sont susceptibles de pouvoir mener les combats, comme je le disais tantôt, des polymorphes. Mais il faudrait savoir que les capacités qui sont utilisées aujourd'hui sont des capacités réduites.
comme on dit, on ne prend pas un marteau pour tuer un moustique. Et puis, il faudrait déjà savoir que ce sont des combattants camerounais qu'il y a en face et qu'on est dans un style de combat que l'on appelle le combat au sein des populations. Donc, les cas d'augmentation des méprises et le cas d'augmentation des pertes collatérales sont élevés, ce qui veut dire qu'il faudrait toujours aller le plus souplement possible pour avoir le meilleur des résultats possibles. Donc, que l'on ne pense pas qu'on utilise une force en puissance. Non, c'est un paradigme de combat qui nécessite l'emploi des forces spéciales parce que l'on a la capacité de pouvoir arrêter derrière les lignes ennemies, pouvoir retrouver, avoir le renseignement. Et je pense que la configuration géographique et tactique du terrain encourage ce genre d'initiative. D'accord, merci infiniment. Colonel Didier Badiek, je rappelle que vous êtes aujourd'hui docteur en sciences politiques, mais par ailleurs ancien chef de division de la communication au ministère camerounais de la Défense. Bien, merci madame. Je vous souhaite à toute votre équipe et à vous personnellement une agréable soirée. Merci. Merci infiniment. C'était l'invité du Grand Journal sur 4U Télévision. Et c'est la fin de cette édition d'information sur 4U Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Les programmes et l'information se poursuivent sur notre télé. Au revoir Cameroun. Mais également, dans quelques minutes, une édition spéciale depuis Bangui s'installe sur votre télévision. Bonne soirée.